Alors, bonjour à tous les quatre. Merci d'être présents aujourd'hui, de prendre votre temps encore une fois pour répondre aux problématiques des têtes de réseau. Une autre problématique là, qu'on va aborder sur la problématique client. Pierre angulaire de la réussite des franchisés. Pour remplir cette mission, ils ont quand même à leur disposition toute une palette d'outils. Mais on l'a compris dans la préparation de cette conférence qu'il convient vraiment d'utiliser à bon escient. Je vais vous demander déjà de vous présenter les uns après les autres, voir un petit peu qu'on place le cadre, donc votre société, votre activité, etc. Nicolas Luamédé. Bonjour, Nicolas Louis-Amédée, je suis le directeur développement de territoire et marketing. Je vais du coup pas présenter territoire marketing puisque Laurent l'a fait précédemment et en a parlé suffisamment. Par contre, je vous parlerai un peu plus de notre expérience sur cette problématique client dans le cadre de l'animation, de la conquête et de la fidélisation. Philippe Jourdieu. Oui, bonjour, donc Philippe Jourdieu, je suis le fondateur d'une plateforme qui s'appelle InLead. C'est une plateforme de marketing digital local et on accompagne les têtes de réseau dans leur digitalisation en permettant le déploiement de campagnes publicitaires de la tête de réseau vers les points de vente. Bonjour, donc Jean-Luc Chazarin, moi Orange Business Service, et je fais partie d'une entité qui s'appelle Data et Digital et je promeus le développement commercial de nouvelles données, dont l'intelligence artificielle, data science, chatbot et ce qu'on va présenter, donc l'utilisation des données smartphone pour faire des études de géomarketing. Bonjour à tous, Éric Langlois, moi je suis directeur de publicité pour l'Île-de-France au Bon Coin. Et donc je conseille les annonceurs, les responsables de réseau sur les solutions de communication que vous pouvez utiliser avec Le Bon Coin. Okay, merci beaucoup. Alors pour faire le lien un petit peu avec la première table ronde, il convient d'évoquer les possibilités donc données aux têtes de réseau en matière de géomarketing pour conquérir et fidéliser de nouveaux clients. Est-ce que vous pouvez nous exposer un peu toutes ces possibilités et voir comment aussi vous travaillez avec vos clients têtes de réseau? Alors, en effet, il y a plein de choses qui sont disponibles, possibles pour une tête de réseau. Laurent l'a évoqué tout à l'heure, on dispose d'un certain nombre de données très riches. Ce n'est pas un problème d'accès à la donnée, c'est un problème d'exploitation de la donnée et de qu'est-ce qu'on va en faire. Ce qui est d'ailleurs un sujet souvent problématique au sein d'un réseau. Le franchisé qui a sa donnée, qui ne veut pas forcément remonter toutes ces informations à la tête de réseau, je reviendrai un peu dessus plus tard. Ça fait partie des éléments que l'on a. Dans le géomarketing, ça me paraît évident pour les problématiques d'implantation. C'est pas forcément toujours évident pour les têtes de réseau d'utiliser le géomarketing pour la partie animation, conquête, fidélisation. On est plus sur une direction développement, on est plutôt sur une direction marketing. Pour autant, les mêmes types de données peuvent être utilisés différemment. Laurent l'a évoqué tout à l'heure, il y a plein de types de données, de nouvelles données, de mobilité sur lesquelles nous-mêmes on en a besoin, puisque notre métier c'est d'accéder à diverses données, de les croiser, et on sait que par exemple le flux est un point important, puisque nous-mêmes on va faire des études de terrain, on va faire des comptages, on a besoin d'aller plus loin, et on voit une myriade d'acteurs différents qui interviennent sur ce domaine. On a fait le choix, par exemple, nous, de travailler avec, pour le coup, Orange, parce qu'on a un acteur sérieux sur lequel il va y avoir une donnée qui va être intéressante, avec des défauts, comme tout type de données, d'ailleurs, finalement, comme la donnée de l'INSEE du recensement qui va être affichée en 2015 ou 2016, selon l'année des références que l'on va avoir. Ça va être le même type de problématique. Quand on est sur une problématique d'implantation, on va utiliser une mise en observation, par exemple, de points de vente, que l'on va faire avec Orange. Une mise en observation, c'est définir une zone autour de laquelle on va observer ce qui se passe à l'intérieur. Je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque Jean-Luc va le faire bien mieux que moi, mais nous, ça va nous servir pour déterminer en réalité un des axes complémentaires que l'on va avoir, des fréquences, des flux, des types, une qualification que l'on peut faire aussi sur le terrain et qu'on va avoir corroboré, que l'on va croiser avec une approche mobile. Côté animation, et c'est là où ça va être intéressant, la même mise en observation, elle va nous permettre d'observer ce qu'on va appeler des zones de nuitée. La personne qui est venue dans ma zone d'environnement, ma zone observée, à proximité de mon point de vente, je sais que la nuit, il est observé dans tel quartier. Dans ce quartier-là, nous, on va être capable d'aller redresser et de mettre des profils face à ces personnes. Et on va arriver à une notion de zone de chalandise et donc de communication potentielle, puisque c'est ça que le sujet qui va nous intéresser sur cette table ronde, c'est de pouvoir se dire,
quand j'ouvre ou quand je suis déjà en activité, en conquête, en fidélisation, selon ma stratégie, à qui je m'adresse, que ce soit, quel que soit le canal, hein, finalement, on va avoir différents canaux, que ce soit sur de la publicité géolocalisée, du digital, une campagne Facebook, sur de la distribution d'imprimés sans adresse en boîte aux lettres, quels que soient les modes de communication qu'on va vouloir utiliser, on va être capable de regarder des profils et d'essayer d'identifier le plus finement possible la cible. Si je prends l'exemple pour UJA, par exemple, si on veut identifier des femmes de plus de 55 ans ou 45 ans peut-être, CSP+, pour rajeunir un peu sa cible, bah forcément, on n'a pas les mêmes caractéristiques dans les zones de chalandise, on peut s'adresser à certains quartiers, voire on est même capable, nous, de descendre, ce que disait Laurent, à des zones de 200 mètres. Pour autant, descendre à une zone de 200 mètres, ça ne veut pas dire que, opérationnellement, techniquement, ce sera faisable derrière via différents moyens. Donc on a toute une palette d'outils à notre disposition, mais la data et la qualité de la data va être un point fondamental qui va devenir en supplément, en complémentarité de toutes les autres analyses que l'on peut avoir. Jean-Luc Chazarin, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, vous, ce que vous proposez au réseau et quelles sont les problématiques auxquelles vos clients sont le plus confrontés ? Oui, alors juste pour expliquer un peu le concept, donc l'offre qu'on propose à nos clients, c'est une offre de suivi des cartes SIM, donc de mobilité des personnes. Donc on s'appuie sur une donnée technique du réseau, puisque votre mobile est en permanence géolocalisé auprès d'antennes, donc ça c'est une donnée technique. Et il y a quelques années, on a développé des algorithmes qui permettent de traduire ces phénomènes techniques massifs en indicateurs de mobilité des personnes, puisque le mobile aujourd'hui, c'est ce que vous portez le plus sur vous, hein, plus que la montre presque. Donc chacun a un mobile sur soi. Donc on va capter en temps réel la donnée provenant de vos téléphones, et donc on va venir après compléter des données géomarketing, puisqu'on va avoir un flux permanent sur une zone, mettons un centre-ville, un centre commercial, et un réseau mobile tourne en permanence, donc on peut observer 24 heures sur 24 un site sans aucun déploiement de matériel, ni de comptage, etc. Donc, comme Nicolas le disait, on va sur une rue, sur un quartier, observer le nombre de personnes présentes, les récurrences de visite, les temps de présence sur ces zones, et aussi qualifier où habitent les gens, donc par l'observation de présence nocturne. Et également, on va rajouter quelques données socio-démographiques venant de la base clientèle d'Orange. Donc ça permet de compléter par ces données quantimassives des données qui sont beaucoup plus précises, quali, qui sont faites par les cabinets de géomarketing ou nos clients. Donc nous, on est conscient des limites de nos données, puisqu'il y a effectivement déjà, on est obligé d'anonymiser la donnée, puisqu'on a travaillé dès le départ avec la CNIL, donc on est conforme CNIL et RGPD. Ça, c'est un point très important dans le traitement de la donnée massive. Et donc, on va venir nous proposer ces données massives qui vont rafraîchir ou compléter les études menées par des spécialistes. Et donc, on s'associe avec des cabinets de géomarketing ou avec des grandes enseignes aussi en matière de foncière immobilière qui vont donc bénéficier de nos données. Donc, elles peuvent étudier leurs zones ou des zones aléatoires partout en France et maintenant aussi à l'étranger de façon totalement neutre, puisqu'il n'y a pas de déploiement sur le terrain d'enquêteurs ou d'équipements techniques. Et on peut observer un centre commercial, mais aussi tous les concurrents autour de façon autonome et permanente. Donc c'est ça un peu la vraie valeur de ces données. Et en plus, c'est une donnée qui techniquement va évoluer, puisqu'avec le basculement vers des réseaux 5G, naturellement, le réseau va permettre de mesurer également la distance, faire de la triangulation. Donc on aura des données précises à 20-30 mètres près, donc on pourra géolocaliser comme ça des millions de personnes de façon anonyme et suivre leur comportement en permanence. Donc ça, c'est la vraie évolution par rapport à des données GPS venant d'applis mobiles qui ont aujourd'hui des limites, mais on explore aussi cette voie pour l'année prochaine, puisqu'on va utiliser les données GPS provenant des applications mobiles d'Orange, mais qui peuvent poser des problèmes juridiques importants. Enfin, on a tous vu récemment des mises en demeure de la CNIL auprès de certains acteurs. Donc on sait qu'on va aller vers une précision, une richesse de plus en plus forte de ces données, mais qui resteront cependant, il faudra quand même les interpréter, les analyser, les confronter avec la réalité du terrain, et qu'elles soient manipulées par des spécialistes des études, et en particulier géomarketing. Philippe Jodieu, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous proposez et comment vous travaillez avec les têtes de réseau sur ce défi ? Oui, alors avec plaisir. Juste pour rebondir sur ce qui a été évoqué, effectivement, on va se baser aussi dans le cadre du paramétrage de la plateforme sur ce que va nous fournir la tête de réseau, sur notamment le ciblage des zones de chalandise de chaque point de vente.
Donc nous, le principe de la plateforme, c'est qu'on va élaborer des campagnes digitales avec la tête de réseau. Donc ça va être tout le cycle et tous les canaux de diffusion proposés par Google. Donc ce qu'on appelle le search, donc c'est les publicités qui remontent dans les résultats de Google. Tout le display, donc ce sont les campagnes bannières, YouTube, et puis également on couvre tout le spectre Facebook et indirectement Instagram. Et là, nous, l'enjeu, c'est de structurer des campagnes tête de réseau. On intègre en base de données l'ensemble des points de vente avec leurs caractéristiques locales et notamment leur zone de chalandise. Et on va mettre à disposition automatiquement des campagnes géolocalisées et personnalisées pour chaque point de vente, en donnant la possibilité aux points de vente soit d'abonder un budget qui aurait été déjà alloué par la tête de réseau, soit de déclencher ses propres campagnes. Et la mécanique derrière, c'est qu'on va laisser en revanche les canaux de diffusion, donc par exemple Google, décider de la meilleure pertinence en termes de diffusion des campagnes. Et là, on voit des évolutions extrêmement marquées sur les dernières années. Là, on travaillait uniquement sur des mots-clés. Si je prends l'exemple des résultats de Google sur des mots-clés et des systèmes d'enchères, aujourd'hui, Google intègre beaucoup d'intelligence artificielle et va capter un certain nombre de données, comme vous le faites très très bien, pour identifier à quel moment se trouve l'internaute quand il exécute sa requête. Par exemple, pour le monde de la cuisine, on a quelques clients dans le monde de la cuisine. Google est capable de générer une audience pour des internautes qui sont dans un cycle final de commande de réflexion autour de la commande de cuisine. Et quand on active ce type d'audience, on a des performances qui sont 3 fois supérieures au moment de la conversion. Donc c'est pour dire la précision et la capacité d'intelligence que ce type de plateforme arrive à mettre derrière, avec toutes les limites effectivement derrière de collecte d'informations et de la manière dont il les traite. Et là, on en a évidemment bien conscience. Du côté du Bon Coin également, est-ce que vous pouvez nous exposer ce que vous faites de manière concrète ? Oui, alors de manière concrète, en fait, nous, ce qu'on peut proposer au réseau, ça vient principalement de notre audience. Le Bon Coin, c'est une véritable success story française. C'est un peu la fourmi, pour reprendre l'expression de Jack Ma, c'est la fourmi qui a réussi face aux géants, aux éléphants américains. Et donc aujourd'hui, cette audience, elle provient en fait d'un service de qualité exceptionnel. C'est une marketplace qui plaît énormément aux Français. Il faut savoir qu'on est la marque qui est perçue comme étant la 4e marque la plus utile, après 3 marques de service public. Donc le service de vente de biens d'occasion, le service immobilier auto qu'on a créé, on crée une véritable plateforme d'audience extraordinaire, puisqu'aujourd'hui on est le 6e site d'après Médiamétrie en termes d'audience, avec 28 millions de visiteurs uniques. Donc tout ça s'est construit finalement assez rapidement. Le Bon Coin, c'est une société qui a 13 ans exactement d'existence, qui aujourd'hui compte 1000 employés et qui représente 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec chaque année une croissance très très forte. Et aujourd'hui, donc, ce qu'on propose, cette audience, en fait, qu'est-ce qu'elle apporte au réseau ? La chose principale qu'elle apporte, c'est un taux de couverture vraiment très très important. On couvre la moitié de la population française sur un mois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on couvre la population sur toutes les régions et tous les départements. Et donc ça, c'est une vraie force. La deuxième force, c'est que ce n'est pas un média comme les autres, puisque c'est un média qui est vraiment basé sur de l'intermédiation, de la transaction. On est multisectoriel, on a 71 catégories d'usage, et donc ce qui permet de croiser à la fois des ciblages géographiques et des ciblages catégoriels. Et donc en termes d'offres, qu'est-ce que vous proposez concrètement ? En termes d'offres, en fait, on propose 2 choses. Alors en termes d'offres pour les réseaux, en fait, c'est à la fois une question de format et à la fois une question d'organisation et de collaboration. C'est-à-dire qu'on peut répondre en fait aux enjeux des organisations des réseaux, qui ont tous des organisations très différentes. Donc on peut faire des approches très centralisées. On peut aussi faire, nous on appelle ça chez nous, on a inventé un nouveau mot, on appelle ça le natiocal. En fait, on travaille en coordination avec le réseau pour donc centraliser les campagnes nationales, mais aussi locales, et relayer en local les points de vente, avec des modes d'achat qui peuvent être soit centralisés, soit aussi décentralisés. D'accord. Nicolas Luyamédé, comment vous travaillez, vous, avec les réseaux pour les conseiller dans leur politique de fidélisation et de conquête de la clientèle ? Alors, sur ce sujet, c'est toujours un point particulier. C'est-à-dire que
Quand on rencontre une tête de réseau, de façon classique, on observe en animation des logiques de campagne qui sont mises en place pour l'ensemble du réseau, et on demande finalement à son franchisé s'il souhaite adhérer ou pas à sa campagne, quel que soit le canal. Il y a le réseau, il y a ceux qui jouent le jeu et qui vont adhérer, qui vont participer, et puis il y en a d'autres, on est un commerçant indépendant, on n'a pas envie, on le fait de son côté ou on ne le fait pas. Et souvent, moi ce que j'observe, c'est que la tête de réseau reste ensuite, par rapport à ça, un peu passif. C'est-à-dire que il n'a pas travaillé sa zone, il n'a pas communiqué dessus, c'est dommage, mais voilà. La question qui se pose derrière, c'est le retour sur investissement, en fait, en réalité, c'est le ROI. Et ce qu'on leur va proposer, c'est de travailler sur cette partie ROI, comment montrer à son franchisé, finalement, le retour sur investissement qu'il peut avoir en faisant une campagne de communication. Et parce qu'on va étudier sa zone de chalandise, parce qu'on va étudier ses profils, parce qu'on va pouvoir étudier les clients, et quels que soient les types de campagnes qu'il pourrait y avoir, alors après, ça s'adapte selon la stratégie, l'objectif est de regarder si ça fonctionne ou pas. Parce que le client que l'on a, qui est en base de données, on lui fait une action, c'est facile à remonter. Le prospect, par contre, celui qu'on n'a pas quand on est en conquête et qu'on va aller arroser un certain nombre de quartiers, de zones pour mesurer l'efficacité, c'est là où, quand on intègre une dimension géomarketing, c'est-à-dire une dimension avec à un moment une remontée d'adresse postale, parce que c'est ça qui va être un point assez essentiel. Aujourd'hui, on est dans une campagne, on est dans une logique de digital, et c'est tout à fait d'ailleurs normal. Et quand on est sur ces campagnes de digital, on a tendance à un peu sous-estimer cette partie remontée un peu adresse postale, qui nous permettent pour autant d'aller regarder le retour sur investissement. Ça touche à deux questions. La première, c'est toujours la même, c'est la data. Alors la data, c'est, à force qu'on dise à tout le monde que ça a de la valeur au sens que c'est la richesse, le franchisé, il l'a cru. Donc il se dit, moi j'ai accès à ma data, et je veux surtout pas la remonter à la tête de réseau. Parce que finalement, quand je rencontre un réseau, je leur dis, pour mes problématiques d'implantation ou par la suite d'animation, est-ce que vous pouvez me passer votre fichier, on va dire déjà d'unité, avec vos adresses. Jusqu'à présent, normalement, ça va. Vos chiffres d'affaires. Jusqu'à présent, ça va. Chiffre d'affaires ventilé par type de produit, par famille. Bon, on peut encore avoir des difficultés. Puis quand je vais demander le fichier client, qui va être pour nous une source hyper importante pour pouvoir comprendre comment fonctionne la zone de chalandise et pour pouvoir avoir structuré aussi des profils clients, là, la première réponse est de dire oui, pas de problème. Puis la deuxième réponse est de dire ah ouais, mais alors finalement... sur mes 100, j'en ai peut-être que 30 ou 40 qui vont vouloir. Parce que finalement, accéder à un fichier client dans le cadre de son réseau, notamment quand on est en franchise, faut déjà, que les contrats l'aient permis, que le système d'information l'ait permis aussi, que les caisses, le CRM, bref, qu'on l'ait pensé. Et bien souvent, comme cette data est vue comme le trésor de guerre, le franchisé ne souhaite pas remonter l'information, et donc c'est une négociation au cas par cas. Donc sur un réseau de 100 unités, je peux me retrouver avec 50% du réseau, 30%, 20%, 10% ou 100% quand c'est hyper bien structuré. Ce point-là, il est hyper important, et notre rôle, c'est justement d'aller dire, regardez comment convaincre un franchisé de remonter ces informations, c'est qu'il faut trouver le gagnant-gagnant. Le gagnant-gagnant, c'est de dire, si on analyse bien ton réseau, si on analyse bien tes clients, si on analyse bien tes zones où tu travailles, on va pouvoir mieux te conseiller sur la partie justement animation, de voir quel type de campagne et surtout quelle zone, pour pouvoir fournir ensuite aux différents acteurs qui vont intervenir les zones à cibler. Et là, tu auras un retour sur investissement. Donc n'aie pas peur de nous donner ta donnée, justement. C'est réellement un gagnant-gagnant qu'on va mettre en place. Alors nous, on en a besoin forcément pour les études, donc, et ça va nous manquer sur la partie implantation. Le franchisé, il en a besoin finalement pour mieux animer sa zone, et l'enseigne va en avoir besoin sur tous les aspects, sauf que ces aspects-là, souvent, je le trouve malheureusement assez négligé par les têtes de réseau, c'est-à-dire qu'on fait le premier niveau qui est on propose un service et des possibilités d'animer des campagnes, et quand il faut aller structurer la data, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va apporter justement d'un point de vue marketing, ça va être de mettre en lumière aussi toutes ces difficultés et de se dire, il n'y a pas de secret, il faut trouver les leviers pour aller cibler au mieux certains types de quartiers, certains types de zones, mais pour ça, il faut que tout le monde joue le jeu. Et pour que tout le monde joue le jeu, il faut l'avoir prévu. Donc plus on rencontre un réseau tôt,
justement, tôt dans son développement. Plus il est accompagné de façon sérieuse dans le cadre du juridique, dans le cadre de ses contrats, plus il l'a prévu dans son système d'information et sa remontée de données, plus on est capable d'aller loin pour ensuite l'aider à mieux animer et à mieux développer cette partie-là, conquête ou en fibre. D'accord. Jean-Luc Chazarin, comment vous accompagnez les têtes de réseau dans leur politique de fidélisation ? Comment ça se passe concrètement ? Alors, soit on travaille directement avec eux, soit via des cabinets de géomarketing. Nous, on va surtout les aider à comprendre les logiques de flux sur leur zone de chalandise. Après, nous, on n'a pas la capacité, on est un opérateur télécom, donc on n'est pas un spécialiste du géomarketing, ni du comportement client, ni de la raison d'achat. Donc nous, on va plutôt les accompagner sur comprendre comment il y a une dynamique d'échange sur leur territoire, donc sur un quartier, sur une rue ou sur un centre commercial, et leur offrir cette vue permanente du flux qui peut varier, et surtout qui peut varier suivant les saisons, par exemple la canicule, et à partir de ces études de flux, essayer de comprendre des cycles où après, pour eux, de croiser avec d'autres données et de travailler sur du comportement. Alors il y a toujours ce fantasme effectivement de croiser plein de données et d'avoir des modèles de prédictivité très fiables pour se dire le lundi de 18h à 20h lorsqu'il fait 20 degrés, je vais avoir tel type de clientèle. On n'en est pas là aujourd'hui, mais néanmoins c'est des modèles qui sont explorés. Donc nous, on va les accompagner. Puis indirectement, on travaille aussi avec des collectivités locales aujourd'hui qui travaillent sur le plan étatique redynamisation des cœurs de ville, donc sur les 222 villes. Et là, on va travailler avec des associations de commerçants via la mairie pour justement aider à comprendre comment un centre-ville peut être appauvri par différents centres commerciaux aux alentours et si on fait telle opération d'événement. Donc on a fait par exemple à Mulhouse, la ville de Mulhouse avec les commerçants a lancé une opération d'ouvrir les commerces tous les jeudis soirs jusqu'à 22h. Donc ils ont fait une expérimentation pendant 2 mois qui s'appelait Mulhouse jeudi oui, voilà, donc un petit jeu de mots. Et on a regardé pendant 2 mois le flux le soir à Mulhouse et sur des centres commerciaux aux alentours. Donc on a étudié qui allait vers les centres commerciaux, où est-ce que les personnes habitaient, et est-ce que les personnes qui allaient sur les centres commerciaux ouverts le soir étaient susceptibles de venir dans le centre-ville. Il s'est avéré que non, il n'y avait pas de porosité entre les publics. Donc ils en ont déduit après avec les commerçants qu'il fallait qu'ils adaptent à une offre des commerces à une sociologie différente de ceux qui allaient sur les centres commerciaux. Alors nous, on n'était qu'un des éléments, bien sûr. Après, ils ont fait leur analyse avec les commerçants, la CCI, etc., la mairie. Mais c'est un exemple de ce que nous, on peut apporter comme visibilité et surtout de rafraîchissement de données qui sont plus lourdes, où on va mettre des enquêteurs, on va poser des questions, on va être un peu plus intrusif auprès des clients. Donc nous, on peut rafraîchir ces données qui ne sont pas menées en permanence et amener un nouvel horizon. Par contre, on reste, nous, très modestes dans notre approche, c'est-à-dire que chaque fois aujourd'hui, on a plus de 300 clients en France sur plein de secteurs d'activité. Donc tourisme, transport, etc. Donc chaque fois, on teste nos données avec des acteurs pendant 6 mois, 1 an, et après, on va travailler notre offre. Donc par exemple, aujourd'hui, on monitore une 30aine de stations de ski, Courchevel, La Plagne, etc., où on analyse les flux en permanence, qui vient, d'où viennent les gens, combien de temps ils restent, est-ce qu'ils sont français, étrangers, etc. Et avant de lancer cette offre pour les stations de montagne, on a testé pendant 6 mois avec les Arcs et les 2 Alpes notre système. Ils nous ont dit, bon, ça nous intéresse, ça nous intéresse moins bien, ça marche, ça colle pas. Et avec nos équipes de statisticiens, géomaticiens qu'on a dans les équipes de prod, on a étudié, on a essayé de comprendre leurs demandes, leur métier, et d'après de proposer une offre. Donc en matière de géomarketing, ça a été la même démarche. On a travaillé sur des centres commerciaux, quelques grandes foncières qui ont été citées avant, pour tester ce concept et après valider une certaine, je dirais, alors on n'est pas à 100% fiable de notre donnée, mais au moins une pertinence de la donnée par rapport à des référents qu'on avait dans les centres commerciaux. On a évoqué les éco-compteurs à l'entrée, leur chiffre d'affaires, leur étude marketing qu'ils avaient fait, et on a comparé nos chiffres avec ce qu'ils peuvent avoir pour avoir une corrélation minimum entre ce que nous on produit et ce qu'ils savent produire. Donc une approche plutôt itérative et de comprendre le métier de l'autre.
Chez InLead, comment vous accompagnez les réseaux dans leur politique globale de fidélisation? Comment ça se passe? Alors, pour rebondir sur la partie géomarketing, on travaille beaucoup sur les fiches Google My Business. Donc, ce sont les fiches qui remontent dans les résultats de Google. Donc, la plateforme permet de les gérer de manière centralisée depuis la tête de réseau. Et ces fiches-là sont en capacité de nous donner pas mal de data, notamment sur la géolocalisation des internautes qui effectuent une recherche et qui notamment demandent l'itinéraire pour se rendre en point de vente. Donc on vient compléter effectivement les données que vont nous fournir les têtes de réseau sur les zones de chalandise de chaque point de vente avec ce type de data pour identifier potentiellement des zones complémentaires sur lesquelles ils n'avaient pas envisagé de l'attractivité pour les prospects. Donc on exploite cette donnée-là. Et puis une autre donnée qui est extrêmement importante, c'est la capacité que va avoir le franchisé à adresser de manière pertinente et qualitative la demande du prospect qui devient client. Ça va générer derrière des problématiques éventuelles d'irréputation. Et l'irréputation est un levier extrêmement important dans la prise de décision en amont, et ça a été suffisamment évoqué, puisque 8 internautes sur 10 effectuent une recherche avant de se rendre en point de vente. Au moment où il va effectuer sa recherche, qu'il va vous identifier, il va également pouvoir analyser vos notes qui ont été collectées par Google, et cela a un impact évidemment dans la capacité à pouvoir drainer derrière l'internaute vers le point de vente. Donc là, il y a un enjeu qui est extrêmement fort, c'est de garantir une qualité de service extrêmement importante, et puis également d'être extrêmement réactif. Et ça a été évoqué tout à l'heure, je crois que sur l'exemple de Schmitt, d'être extrêmement réactif dans les réponses à apporter sur les sollicitations des avis qui sont poussés par les internautes. Et pour ça, il y a des bonnes pratiques à mettre en place sur des très gros réseaux très organisés. Je crois que c'est le cas de Schmitt. Ils ont une cellule qui est en charge de gérer la relation client et donc de prendre la main sur les réponses depuis les fiches Google My Business. Évidemment, sur les plus petits réseaux, la proactivité va être redescendue au point de vente en local. Et dans ces cas-là, il y a une grosse phase en amont de montée en compétences, d'analyse de la manière dont on doit répondre, et puis surtout extrêmement constructive dans les réponses à apporter aux avis. Du côté du Bon Coin, comment vous accompagnez les réseaux donc dans leur politique globale? Alors on les accompagne à plusieurs niveaux. Pour rebondir là sur la fidélisation, nous on va les accompagner principalement par la mise en place de campagnes de communication fil rouge, avec des temps forts qui vont correspondre soit à des temps forts nationaux, soit des temps forts locaux comme des journées portes ouvertes ou des événements locaux, des offres promotionnelles locales. Donc ça, ça va être principalement notre travail. Plus globalement, on accompagne aussi beaucoup les réseaux pour événementialiser des ouvertures de magasins. Donc on a la possibilité d'offrir en local l'affichage des affichages un peu exceptionnels qu'on appelle les habillages de pages d'accueil, de catégories, et on peut faire ça au niveau local. Et on peut descendre assez fin au niveau local puisqu'on peut descendre au niveau du code postal. Donc ça permet vraiment de faire une campagne sur un média qui est puissant, sur une zone vraiment adaptée à la zone de chalandise qui correspond à la zone de chalandise du point de vente. Sinon, d'autre part, ce que l'on fait, c'est surtout, je dirais, dans l'organisation qu'on met en place, c'est-à-dire qu'effectivement, on a capacité à discuter avec les têtes de réseau, mais aussi sur le terrain. On ne le sait pas suffisamment, mais on a des équipes en région, et donc c'est pour ça qu'on tient aussi à le faire savoir, qui sont les interlocuteurs des têtes de réseau et des points de vente. On est une trentaine de collaborateurs sur toute la France, et donc ça, c'est aussi un point de service très important. On a des équipes aussi au siège à Paris, qui aident à optimiser les campagnes, y compris les campagnes locales, pour optimiser le nombre d'impressions et les taux de clics. Voilà. On l'a compris, la conquête et la fidélisation, c'est une histoire de communication. Justement, comment choisir le bon canal? Ça, c'est souvent une question à laquelle les franchisés ont beaucoup de mal à répondre. Et nous, on le voit aussi quand on fait des sujets à l'officiel sur la communication locale. C'est quelque chose, c'est une problématique face à laquelle ils sont souvent perdus. Comment vous les accompagnez là, sur le choix du canal? Alors, c'est en effet une bonne question parce que forcément, selon son enseigne, selon si je suis un très grand réseau, très connu, sur lequel j'ai une très forte notoriété et que j'ouvre un point de vente, je n'ai pas tout à fait la même problématique que si je suis un jeune réseau qui doit arriver sur zone, qui doit aller conquérir. Et donc, face à moi, s'offre toute une partie de possibilités avec des coûts associés.
Je vais faire un parallèle avec justement les nouveaux canaux et les évolutions les évolutions technologiques qu'on évoquait. Le futur, on parlait du smartphone tout à l'heure, justement, vous parliez du smartphone. Je rappelle que, par exemple, sur le cas smartphone, l'explosion du smartphone en France, c'est de fin 2011-2012. La généralisation, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des smartphones, mais la généralisation à tout le monde est arrivée dans ces années-là, à peu près, donc du coup, 7-8 ans. Avec la génération du smartphone, on a eu la généralisation de la géolocalisation. La géolocalisation, qu'on active ou qu'on n'active pas, et à ce moment-là, tout un ensemble de perspectives marketing, de campagnes, de ciblage, voire de délire et de dérive, puisque à cette époque, on se disait, on va pouvoir envoyer le bon message à la bonne personne, tant qu'à faire, dans la bonne zone, mais au bon moment. Exemple, vous sortez, je viens dimanche matin, je sors de la boulangerie, j'ai acheté mes croissants, et je reçois un message sur mon téléphone, en push, qui me dit quoi de plus chic que de rentrer à la maison avec les croissants et un bouquet de fleurs. Parce qu'on m'aurait géolocalisé, on m'aurait vu sortir à ce moment-là de ma boulangerie, on m'aurait vu que face à moi il y avait un fleuriste, et que donc je pouvais faire un acte complémentaire d'achat chez mon fleuriste, revenir avec mon bouquet de fleurs et mes croissants, puis quand je serais sorti de mon fleuriste, de nouveau un message qui me dit et pourquoi pas compléter avec un parfum, par exemple, parce que j'ai du coup un parfum à côté. Et ainsi de suite. Donc en 2012, on a vu tous ces presque dérives marketing, en imaginant que tout le monde allait être très content de recevoir en permanence des notifications. Alors, au-delà de la capacité technique à le faire, légale, et ainsi de suite, c'est imaginer que tout le monde serait très content d'avoir en permanence des notifications pour inciter à faire des achats complémentaires. Maintenant, 7 ans de recul, on s'aperçoit on en revient. On s'aperçoit qu'en plus, à un moment où on va poser beaucoup de questions, de problématiques sur la dépendance au téléphone vis-à-vis des enfants et des conférences qui peuvent se passer, et ainsi de suite, on en revient et on s'aperçoit qu'en réalité, ça pose la question des types de canaux sur lesquels on va pouvoir communiquer. Est-ce que finalement, ce smartphone sera toujours la bonne cible? Est-ce que le digital uniquement? Et en fait, il n'y a pas qu'une réponse, évidemment. C'est forcément un mix. Le traditionnel imprimé sans adresse dans une boîte aux lettres, je dis le traditionnel, s'il est suffisamment fin dans le ciblage, et c'est une des problématiques qu'on peut avoir, est déjà très efficace quand on va faire une ouverture. Pour autant, on a aussi besoin d'informer et d'aller se géolocaliser et justement d'être référencé, comme on l'a dit tout à l'heure, très bien sur le web, en se disant qu'avant l'ouverture, on a besoin de regarder. Donc en fait, il n'y a pas qu'une réponse, et ça dépend de la taille de son réseau, de sa capacité d'investissement, parce qu'il y a quand même une réalité derrière qui va être à un moment le coût et les capacités à mettre, sa notoriété, et puis en effet, en fonction de ça, si on est sur une stratégie de conquête de feed, c'est pas tout à fait pareil. Donc forcément, moi je réponds de cette façon-là en disant j'aime bien le traditionnel, c'est une certitude, c'est une valeur sûre qui fonctionne, mais pas que, parce que si on reste que là-dessus, forcément, on est obligé d'aller plus loin. Et la réalité aujourd'hui, c'est que oui, on a tous son smartphone, oui, on va tous regarder sur Google un certain nombre de points, on a besoin d'être référencé, on a tous le réflexe d'aller regarder son référencement ou d'aller chercher une information sur Internet. Pour autant, vu ce qui s'était passé en 2012 et vu les délires marketing qu'on pouvait voir à ce moment-là, je sais pas, moi je trouve que c'est très récent en termes de données, de retour sur expérience. Alors ça c'est le propre de l'analyste et de la data, hein. On est forcément très prudent puisque depuis 20 ans qu'on manipule différents types de données, on a toujours une tendance à se dire est-ce que c'est un phénomène de fond ou pas, et ça c'est un point que je voulais simplement soulever. Votre point de vue, Jean-Luc Chazarin, sur ce qui vient d'être dit et sur le... Je pense qu'on l'a tous vécu de recevoir des flopées de SMS complètement incongrus, et donc au bout d'un moment on tapait stop à n'en plus finir pour se désactiver. Donc aujourd'hui je crois que la géolocalisation, on ne veut pas être géolocalisé pour recevoir des pubs, on va être géolocalisé pour avoir un service derrière.
Donc c'est ce que va permettre la 5G, c'est-à-dire je passe en voiture près de Leroy Merlin ou de la Fnac, je sais que j'ai besoin d'acheter tel produit. En temps réel, j'ai ma géolocalisation, je peux voir s'il y a un stock disponible chez Leroy Merlin. Donc je choisis ma géolocalisation pour un service et je ne subis pas une avalanche de pubs. Et en plus, avec la 5G, j'aurais eu la possibilité d'avoir une immersion, c'est-à-dire de voir, de positionner ce qui a été montré, par exemple un meuble dans mon environnement. Et avec la 5G qui sera extrêmement réactive avec de la latence très faible, je vais avoir accès comme ça à un magasin virtuel qui va me permettre moi-même d'être acteur et de choisir comme ça. Mais effectivement, on ne veut plus être passif et surtout on ne veut plus qu'on choisisse à notre place. C'est-à-dire que si on n'a pas envie d'acheter un bouquet de fleurs en allant acheter sa baguette le matin, ben voilà, c'est notre choix. Hein. C'est pas à Monceau-Fleur de choisir notre vie. Donc je crois on a vraiment ça. Donc nous, on l'intègre chez Orange parce que déjà, on ne peut pas envoyer de l'information sans qu'il y ait un consentement express aujourd'hui. Donc les RGPD a fait beaucoup progresser aussi de ce point de vue. Et il faut intégrer le fait que votre client, il ne répond pas à vos impératifs. C'est-à-dire que c'est lui qui choisit finalement. Donc c'est un petit peu ça. Donc on inverse un peu les choses. Et en échange d'une géolocalisation ou parce qu'on amène finalement de la richesse à des études géomarketing, on veut recevoir un service et on veut pouvoir choisir un moment d'être vu ou pas vu. Donc c'est toute cette notion-là où c'est une approche beaucoup plus fine qu'avant où on balançait, comme on mettait la pub dans les boîtes aux lettres. Donc on a eu ce même concept mais via SMS, sur le web aussi, avec une avalanche de pubs ou du spam à n'en plus finir, qui finalement tue tout, hein, parce que quand vous spammez tout le monde en permanence, ça n'a aucune efficacité. Hein. Donc c'est une approche beaucoup plus fine, beaucoup plus ciblée. Et voilà, bon, je pense que c'est un champ d'observation sociologique et géomarketing à n'en plus finir. Donc c'est très intéressant ce qui va se passer dans le futur. Par contre, la vraie révolution, c'est qu'effectivement, avec un smartphone, vous allez pouvoir faire plein de choses. Et la notion même de magasin physique va peut-être être complètement remise en cause. Hein. C'est-à-dire que d'où ces concept stores où on n'a que quelques produits qui sont montrés. Il y a Decathlon, par exemple, qui a fait quelques concept stores dans des gares avec quelques produits très ciblés. Par contre, on a un catalogue digital complètement accessible et on sait où aller chercher son colis, enfin ce qu'on veut. Donc c'est une notion complètement différente du magasin qui est plus physique mais qui est globale en fait, qui va avec les technos complètement changer en fait. C'est ces nouveaux concepts qui vont arriver et qui arrivent déjà d'ailleurs. Philippe Jurdieu, sur la question clé du canal, comment Ouais. vous accompagnez les réseaux? Alors, moi, j'ai travaillé foncièrement sur le digital, Évidemment. évidemment. Donc, je vais prêcher pour ma paroisse. Mais globalement, on va partir plutôt de l'objectif avant de définir le canal. C'est-à-dire, quel est l'objectif de la campagne qu'on veut mettre en œuvre. Évidemment, il peut y en avoir un très grand nombre, mais globalement, pour les réseaux, en règle générale, c'est la génération de trafic en magasin, c'est la génération de leads, c'est-à-dire des contacts qui sont générés depuis les pages d'atterrissage, les pages, en règle générale, locales du point de vente. Et puis on peut, dans le cas idéal, c'est même générer des commandes depuis le site internet pour le point de vente en local. Donc on a ce premier objectif qui a défini un certain nombre de dispositions et de mise en œuvre derrière. Et puis tout va être animé et structuré autour du retour sur investissement, et c'est l'avantage du digital, mais ça vous le savez tous, et on est en capacité de tracer de manière extrêmement poussée les transformations générées depuis les campagnes. Également, et depuis assez peu, Google nous fournit ce type de statistiques quand les volumes d'investissement sont suffisants sur les campagnes générées depuis l'univers Google, les visites générées en point de vente. Facebook le fait aussi évidemment très bien depuis un bout de temps. Donc on va se challenger là-dessus. Il reste un dernier jalon, et c'est le jalon qui pour moi est le plus important, c'est notamment quand on génère des leads depuis les sites internet, c'est la capacité que va avoir le réseau à tracer le contact jusqu'à la transformation réelle, c'est-à-dire la commande de l'internaute, soit en point de vente physique, soit directement depuis le site. Et là, globalement, ce qu'on constate, c'est qu'on a à peu près 20% des réseaux qui sont en capacité de le faire. Donc nous, on sait évaluer le coût d'un lead, et là, il va être évidemment extrêmement différenciant et différencié en fonction de la typologie du marché et des réseaux. On va de 5 à 200 € sur des marchés très, très concurrentiels en B2B.
Mais l'enjeu, c'est de savoir, une fois qu'on a généré un lead à 50 €, combien vont être transformés derrière pour avoir le coût réel d'acquisition d'une commande et de pouvoir calculer réellement la rentabilité de l'opération. Et ça, on n'a aujourd'hui que 20% des réseaux qui sont en capacité de pouvoir tracer tout ce cycle du prospect jusqu'au client. Donc là, il y a encore des efforts qui sont importants à réaliser. Après, sur du tracking e-commerce, on a des réseaux où les réservations se font principalement sur le site e-commerce, notamment je pense à la livraison de burgers. Là, c'est complètement transparent et on est capable de calculer un ROI. On sait que quand on investit 1 €, on génère entre 10 et 12 € de chiffre d'affaires. Donc là, la question ne se pose pas. On exploite l'intégralité du potentiel offert par le marché dans ces cas-là. Ouais. Éric Langlois, au Bon Coin, comment vous les conseillez sur les canaux à adopter? Le canal, nous, qu'on favorise, c'est le Bon Coin, évidemment. Non, ce qu'on essaie surtout dans la démarche de conseil, c'est de bien connaître notre client, donc d'échanger longuement avec lui sur son marché, de nous renseigner, de bien lui proposer les enjeux, nous, qu'on a identifiés, de faire en sorte qu'effectivement, par rapport à ces enjeux, on lui apporte des solutions qui sont pertinentes, qui sont adaptées à ses budgets, à la taille de son réseau, à ses zones de chalandise, au type de messages et de campagnes. Donc c'est ça vraiment. Enfin, c'est cette démarche-là. Donc évidemment, nous, on favorise notre canal, évidemment, on parle de notre canal, mais on essaie de le faire effectivement en bonne intelligence, en conseillant vraiment notre client. Et ça, c'est vraiment une approche auquel on est attaché et qu'on fait perdurer. Quand vous dites échanger avec la tête de réseau, de quel type d'informations vous avez besoin, vous, pour définir ce qui sera le plus efficace? On part vraiment de choses très très larges. C'est-à-dire que nous, on fait notre étude de marché, on regarde un peu la position sur le marché du réseau, son implantation, son nombre de points de vente, ses parts de marché, combien il investit en publicité, en utilisant donc des sources officielles comme Kantar Media. Et ça nous permet donc d'identifier une problématique qu'on partage avec lui. Et après, on va lui proposer d'y répondre. Donc ça peut être effectivement, par exemple, pour un challenger qui est loin d'être un leader, c'est comment il va, son budget publicitaire qui est inférieur, comment il va le maximiser au niveau local. Et donc là, on va lui proposer une stratégie qui utilise le Bon Coin, parce que effectivement, vu qu'on est le 5e site le plus visité en France, on a vraiment des atouts très forts pour lui apporter une visibilité auprès de sa cible, et de générer soit de la notoriété, soit du trafic en magasin, soit du trafic sur le site. On a beaucoup parlé de ROI. Est-ce que c'est vraiment une préoccupation de la part des réseaux de manière précise, de manière instantanée? C'est vraiment, avant même d'engager la campagne et de même de définir des objectifs, c'est quelque chose qui vous est communiqué dès le départ, Nicolas Lalaudet? Ça conditionne forcément la stratégie. Alors, je vais dire oui et non. C'est pas exprimé comme cela. Forcément, la partie budget est un point qui va être important, mais à un moment, la question qui se pose, pour nous en tout cas dans l'étude, parce que nous on est quand même à la partie amont étude, c'est le ciblage. Et dans le ciblage, on va comprendre qu'on va cibler la bonne zone, on va comprendre qu'on va avoir des bons profils, mais on oublie quand même un point essentiel qui est la connaissance client. La connaissance client, c'est au sein d'un réseau, j'ai des clients, et même si c'est des profils de clients qui sont dans les mêmes tranches d'âge, les mêmes catégories socio-professionnelles, il y en a qui sont plus en adéquation pour recevoir un message sur Facebook. Il y en a d'autres qui sont plutôt très sensibles à de l'email. Il y en a d'autres qui vont être plutôt sur un canal traditionnel. Et cette connaissance client, qui est le point quand même essentiel au départ, puisque il faudrait, dans un monde idéal, être capable de se dire cette personne-là est très sensible à ce canal-là. Et comment je le sais? C'est que j'ai testé différents types de canaux sur cette personne-là. Et en les testant, régulièrement, je vois l'appétence qu'elle peut avoir, la réceptivité, et développer forcément des actions spécifiques sur cette personne. Là, on est dans un monde idéal avec une grosse avec de l'analyse connaissance client assez fine. Évidemment, tous les réseaux ne le font pas, parce que derrière, il y a bien une problématique de coût, de retour sur investissement à avoir. Donc la question, elle ne se pose pas forcément d'entrée de jeu
tout de suite directement comme cela, pour nous la partie étude-annonce, ce qui doit être certainement un peu différent pour mes confrères, elle se pose plutôt en quel degré de ciblage et d'analyse où je mets le curseur finalement. Est-ce que j'ai besoin de, comme on le disait tout à l'heure, d'aller regarder dans ma zone à 200 mètres quel est le profil de mes clients, ou est-ce que j'ai besoin d'individualiser ma campagne de communication en disant sur cette personne-là, je vais communiquer plutôt sur de l'email, ou cette personne-là sur une publicité Insta. Est-ce que j'ai besoin d'aller jusque-là? Et là, forcément, ça dépend de la maturité du réseau et quand même d'un sujet que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est qu'on parle de clients, de base de données clients, et qu'on ait les moyens de se structurer et qu'on ait envie d'aller jusque-là dans les analyses, quoi. Donc, voilà, le ROI est forcément autour de ces questions-là. Jean-Luc Chazarin, c'est très prégnant aussi auprès de vos clients? Alors nous on ne travaille pas sur du drive to store, hein, donc on n'est pas sur faire venir les gens en magasin grâce à nos données, mais par contre c'est un ROI indirect, donc soit on va travailler effectivement pour, dans le cadre on parlait beaucoup de dossiers d'études tout à l'heure pour des franchisés. Donc nous, on va amener des éléments qui vont aider justement à alimenter ces dossiers d'études, d'opportunités. Donc là, on est sur un ROI amont ou un ROI pour rafraîchir des données sur une situation qui évolue sur une ville, par exemple, ou un nouveau quartier qui se construit. On n'a aucune donnée géomarketing. Donc nous, on va amener ces données et voir si le retailer ou le centre commercial est dans une situation dégradée ou s'il y a une logique de flux qui évolue. Donc il n'y a pas un ROI direct. Par contre, on a aussi travaillé, nous, sur de l'efficacité de publicité pour l'augmentation de la fréquentation de centres commerciaux. On l'a fait à l'occasion d'un Black Friday sur un centre commercial qui est à Montpellier, où ce centre commercial a exposé certains quartiers de Montpellier à de la pub, donc ciblée sur des applis mobiles, plus de la PNA, donc la publicité non adressée dans les boîtes aux lettres. Donc on a pris cet échantillon et puis nous on a mesuré l'ensemble de Montpellier, plus qu'à certains quartiers. Et à l'occasion du Black Friday, on a regardé les quartiers qui avaient été exposés à de la pub, si cela venait plus dans le centre commercial par rapport à l'ensemble du territoire. Et eux ont pu calculer un ROI, c'est-à-dire que la campagne de pub leur a coûté, je sais pas, 7 ou 8 000 euros à l'époque. Et ils ont regardé l'augmentation de population exposée à la pub qui était venue en plus dans le centre commercial. Après, ils ont calculé un panier moyen augmenté. Et ils ont vu que sur les quartiers exposés, il y avait une augmentation de fréquentation de 25%. Alors, il ne faut pas prendre que le Black Friday, c'est-à-dire que nous, on a pris, comme on peut étudier très longtemps avec les données mobiles, on avait pris plusieurs week-ends avant pour voir la normalité de présence et voir si un quartier était surexposé, enfin, normalement plus appétant à aller sur son centre commercial par rapport à d'autres, parce que si on prend bien sûr que le week-end, il s'est biaisé complètement. Et on a regardé aussi après, les week-ends après, pour voir si on observait les mêmes phénomènes. Et on a pu isoler comme ça des choses. Donc on avait ciblé 4 applis mobiles. Donc il y avait Via Michelin, il y avait l'équipe, enfin il y avait c'était assez ciblé sur une sociologie. Et après, comme ça, on peut mesurer ça. Donc on le fait aussi, nous, en matière d'événementiel. C'est pas tout à fait sur les franchisés, mais par exemple, on a récemment regardé tout le flux sur l'Armada de Rouen, et voir d'où venaient les populations, le temps de présence sur différents quartiers autour du port, etc. Alors, on l'a fait pour la mairie et puis l'agence départementale de tourisme, mais c'est des données qui peuvent être très utiles aussi pour les commerçants, puisque là, vous avez vraiment... et on l'a fait sur la Fête des Lumières, en plus avec une donnée de temps réel, c'est-à-dire qu'en fonction des animations dans la ville, on a vu augmenter la présence dans les quartiers. Voilà. Alors si vous avez un truck food, vous pouvez déplacer comme ça votre food truck en fonction des animations, par exemple. Philippe Jurieu, la question du ROI chez Inlead. C'est clairement le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. Moi, les clients arrivent systématiquement avec une idée. Alors, sauf si on est vraiment sur un réseau en phase d'amorçage et qui n'a pas eu l'occasion de gérer des campagnes assez conséquentes de communication. Mais dans la plupart des cas, effectivement, ils ont un historique. Ils ont déjà testé un certain nombre de leviers. Ils ont déjà une idée, effectivement, du ROI attendu par les campagnes. Donc, on est très régulièrement challengé sur le ROI. Et puis, c'est un enjeu de toute façon stratégique pour nous. C'est de pouvoir démontrer la pertinence des campagnes et notamment de pouvoir du coup mobiliser les points de vente en local parce que chaque franchisé reste indépendant et c'est toute la pertinence du modèle et quand la tête de réseau va venir proposer un certain nombre d'actions,
pour mobiliser le réseau et de manière la plus large possible, il va falloir d'abord démontrer la pertinence des actions qui sont mises en œuvre. Donc, en règle générale, ce qu'on fait, c'est qu'on déploie sur des périodes qui sont parfois assez longues, parce qu'on a des phases d'optimisation qui sont parfois assez denses. On arrive à couvrir tout le territoire, mais notre travail, c'est d'attribuer des budgets locaux sur chaque point de vente. Donc, en fait, on gère une multitude de petites campagnes, et c'est bien cette multitude-là qui permet d'avoir une densification, une régularité parfaite de la couverture de l'ensemble du réseau. Et on a besoin effectivement d'une période assez longue pour pouvoir capter suffisamment de données et de pouvoir optimiser de manière extrêmement précise et pertinente les campagnes. Donc, on a des cycles en règle générale de 3 à 6 mois avec des budgets de tête de réseau, et puis derrière on va pouvoir démontrer la pertinence et aller mobiliser en complément du budget local pour pouvoir accentuer la pression et la visibilité, la communication à mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire. Et c'est vraiment, nous, c'est la clé de la réussite et du succès. Et en règle générale, on arrive à passer sur des taux d'utilisation de certaines campagnes de 10 à 20% du réseau jusqu'à 80% à partir du moment où on démontre parfaitement les ROI et que les données, de toute façon, sont complètement transparentes puisqu'elles sont fournies par des supports externes. Éric Langlois, au Bon Coin, le ROI aussi le nerf de la guerre ou pas tellement? Oui, c'est le nerf de la guerre, bien sûr. Après, c'est difficile de le mesurer de bout en bout au niveau des réseaux et des points de vente. Donc, souvent, finalement, le magasin lui-même constate ou pas le trafic que ça a apporté en point de vente. Évidemment, quand on est sur des supports complètement digitaux, on fait le suivi de ROI de bout en bout, jusqu'à l'acquisition, au coût d'acquisition client. Après, notre approche, elle est souvent de test and learn, c'est-à-dire qu'on va tester un dispositif, voir ce que ça apporte au niveau du magasin et après le déployer. Donc c'est une approche qui est empirique souvent. Je vais faire le même exercice pour la première table ronde. Là, on va conclure. Est-ce que vous pouvez me donner chacun une clé ou deux maximum, clé bonne pratique pour réussir sa campagne de fidélisation, de conquête de clientèle? 2, vous êtes sûr? Maximum, grand Ça va maximum. être compliqué. Forcément, pour nous, notre métier, ça va être ciblage. Voilà. Et ça va être le point essentiel. Et je vais reprendre le terme tout à l'heure que j'ai utilisé de connaissance client. Parce que c'est ça qui va nous permettre de faire le ciblage le plus fin et d'obtenir le ROI que l'on veut dans le cadre des campagnes. Philippe Jourdieu. Alors, je vais peut-être aborder un sujet en conclusion qui n'a pas été abordé, c'est la simplification de la prise en main des outils autour du digital, qui reste une vraie problématique de fond au sein des réseaux. On a une vraie dichotomie entre la maîtrise souvent assez pointue des têtes de réseau, des équipes marketing com, et un décalage extrêmement marqué avec les points de vente en local et les responsables de points de vente. Donc l'enjeu aussi, c'est de simplifier très fortement le message et de simplifier la mise en œuvre sur des mécaniques qui doivent être simples et évidemment peu onéreuses. Alors en 2 mots, ça va être difficile, mais ça serait ne pas avoir peur des nouvelles données qui arrivent, des réseaux mobiles ou GPS, etc. Mais être conscient de leurs limites, que c'est toujours une limite, comme on le disait dans la précédente table ronde, qu'il n'y a pas de données absolues. Et faire confiance aussi aux experts qui savent travailler la donnée. Mais voilà. Merci. Pour moi, ce serait la simplicité, c'est ce qu'on essaie de faire au Bon Coin, et puis une très bonne coordination entre la tête de réseau, le conseil, et puis les franchisés eux-mêmes ou leurs représentants. Je vous remercie beaucoup. Merci.